Sans que cela soit surprenant au vu de son parcours, elle a souhaité très vite s'attaquer au plafond de verre qui s'opposerait à la présence de femmes au sommet des entreprises, un sujet pour lequel elle suggère d'en passer par des quotas. Je vous renvoie vers un édito de Madame le Ministre, intitulé « La parité n'est pas la charité » et dont je vais vous lire quelques extraits. Grâce à cette loi, les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 se sont spectaculairement féminisés, passant d'à peine 10% en 2009 à 44,6% aujourd'hui. La France se hisse ainsi sur la première marche du podium européen et au deuxième rang mondial, talonnant l'Islande à 46%. À celles ou ceux qui parfois en doutent, cette loi est l'illustration concrète que la loi peut être utile, que la norme certes contraignante fait in fine bouger les lignes. Qui, aujourd'hui, oserait revenir en arrière ? Si l'anniversaire des 10 ans de la loi Copé-Zimmermann nécessite de décerner à notre pays un satisfecit, nous devons néanmoins amplifier le mouvement, parce que les inégalités n'ont pas disparu. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas terminé. En d'autres termes, l'effet ruissellement attendu n'a pas eu lieu. Dans la tech, par exemple, elle représente moins de 20% des membres des COMEX et seulement 12% des créateurs de start-up. Des inégalités sur lesquelles nous travaillons avec Cédric O via le programme French Tech Tremplin notamment. 10 ans après la promulgation de la loi Copé-Zimmermann, je considère qu'il faut que nous allions plus loin. Avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, nous sommes favorables à l'instauration de quotas dans les instances dirigeantes des entreprises. Parce que la parité n'est pas la charité, parce que seuls les quotas font en réalité bouger les lignes en profondeur, nous croyons en la force de la loi pour transformer la société. Et juste pour le plaisir du lyrisme du paragraphe de conclusion, dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous traversons, cette conviction prend une épaisseur supplémentaire à la lisière de deux mondes, le nouveau qui s'ouvre à nous et que nous devons édifier collectivement devra absolument être plus juste et plus égalitaire. La loi Copé-Zimmermann qui a ouvert le champ doit être l'écume d'une vague encore plus forte. L'argumentaire féministe à ce sujet pourrait donc tenir sur un post-it. Premièrement, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de femmes PDG du CAC 40. Deuxièmement, on en déduit, sans trop chercher plus loin, que c'est la conséquence de malveillance sexiste. Et troisièmement, on met en place des quotas pour imposer l'égalité de résultats en prétendant que c'est le seul moyen de rétablir la justice, au moins temporairement, sachant qu'en fait, on ne les supprimera jamais par la suite. La loi Copé-Zimmermann suit donc ce plan à la lettre, et après 10 ans de quotas provisoires, alors qu'on pourrait enfin se réjouir d'avoir atteint l'objectif fixé, eh bien non, ce n'est pas le cas, on déplace l'objectif. J'attire votre attention sur la théorie du ruissellement qui était attendue. Je la traduis en français courant. En réglementant les conseils d'administration de grosses entreprises, nos élites politiques espéraient apparemment que les créations de start-up allaient être faites par des femmes à 50%. Si vous ne voyez pas le rapport entre les deux, rassurez-vous, moi non plus. Je voudrais dans cette vidéo questionner l'idée que des quotas, quels qu'ils soient, puissent apporter une forme de justice. Je vais laisser de côté à ce stade la question de la finalité. Est-ce qu'avoir 50% de femmes autour de gigantesques tables où on se tord le cou devant des présentations PowerPoint change vraiment quoi que ce soit à la vie des femmes ordinaires? Je vais présupposer dans mon immense bonté que la réponse est oui. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la méthode des quotas, elle, ne marche pas, quel que soit le but. Globalement, je connais à peu près 3 types de contre-argumentation contre les quotas, et j'ai envie de les passer en revue avec vous. Le premier, c'est une critique de la complexité de la mise en œuvre. Le second, c'est une critique de l'insuffisance des quotas comme méthode pour répondre aux problèmes. Et le dernier, c'est une critique des conséquences à long terme des quotas. On va passer relativement rapidement sur le premier type d'argument qui consiste tout bonnement à observer que mettre en place des quotas, ça veut dire mettre en place des lois, mettre en place des fonctionnaires pour vérifier l'application de la loi, mettre en place des employés dans les entreprises pour appliquer cette loi, et mettre en place des sanctions en cas de non-respect. Parce que si on met en place des lois pour la parité, mais qu'on ne les applique qu'une fois sur deux, ça ne sert à rien de prétendre faire de la parité. Sur l'échelle des arguments qu'on peut proposer, c'est à mon humble avis le plus faible, parce que vous trouverez toujours des gens pour considérer que toute cette intendance a un coût qui est acceptable au regard des bénéfices supposés. Le deuxième type d'argument est déjà beaucoup plus intéressant. Il revient à dire que même à supposer que le but qui a conduit à mettre en place des quotas est noble, eh bien en réalité les quotas risquent de rater leur cible. L'un de ces arguments est celui de l'entropie des quotas. Plus vous créez de quotas et plus vous avez besoin de créer de nouveaux quotas pour représenter tous les groupes de la population. Je vous renvoie à une vidéo en anglais qui explique très bien ce problème. Ainsi, petit à petit, chaque quota est voué à se fractionner à cause de critères multiples. Dans la même catégorie d'arguments, je range la critique de la tokenisation des minorités. Si vous êtes une femme et que vous êtes promue, est-ce que vous pouvez vraiment vous en attribuer le mérite? Est-ce qu'au fond, même la gratification d'être promue ne perd pas un peu de son sens quand on est une femme quota,
Je défends justement l'honneur des femmes en disant cela. Moi, je vous répète, si j'étais une femme, je trouverais très humiliant, et je suis sérieux, d'être nommée parce que je suis une femme. Il y a un argument que je voudrais proposer ici en complément, celui de la suppression du choix. À chaque fois qu'on présente les quotas à la tête des grandes entreprises, on donne l'impression qu'ils créent des choix pour les femmes, dans le sens qu'ils ouvrent des possibilités et des opportunités qui n'existaient pas. Et personne ne se demande si les femmes n'ont pas volontairement refusé jusqu'alors les postes à responsabilité. Dans bien des cas, être au sommet d'une entreprise, c'est une surcharge de travail et de responsabilité considérable. Vous passez probablement de 40 heures par semaine à 70 ou 80 ou peut-être même plus encore. Vous n'avez presque plus de vacances, vous enchaînez des déplacements professionnels, vous ne voyez plus vos enfants ou vos amis, vous gagnez un bon salaire, certes, et vous avez une forme de prestige, mais on attend de vous que vous représentiez l'entreprise partout et tout le temps, et vous serez responsable de toute erreur qui se produit dans l'entreprise. Ce sont des conditions de vie qui ne conviennent pas à tout le monde, homme ou femme. Mais la suppression complète de la vie familiale dérange surtout les femmes en moyenne. Imaginons qu'il faille absolument nommer un certain nombre de femmes à la tête de l'entreprise. Est-ce que les femmes des échelons inférieurs ont encore le choix de refuser une promotion? Est-ce que les quotas qu'on nous présente comme créateurs de choix ne vont pas se retourner contre les femmes qui seront obligées d'accepter des postes à responsabilité dont elles ne voudraient pas si on leur laissait vraiment le choix? Je pourrais donner l'impression d'insister, mais profitons d'être sur ce sujet pour aller jusqu'au bout de la réflexion. Il est courant au sein de la gauche marxiste de considérer que le capitalisme exerce une forme de violence contre les femmes en les privant de salaires corrects ou de postes à responsabilité. Ce qui m'a toujours paru curieux puisqu'une bonne partie des différences structurelles entre les emplois masculins et les emplois féminins provient de choix. Exemple, les femmes choisissent d'avoir davantage de vacances, les hommes choisissent d'avoir davantage de mobilité géographique ou d'heures supplémentaires. Bref, admettons que l'écart de salaire ou de poste à responsabilité soit la matérialisation de différences de comportement entre hommes et femmes. Du coup, je voudrais retourner la perspective, lutter contre les manifestations de choix individuels pour forcer une homogénéisation des profils des travailleurs, n'est-ce pas là la vraie violence du grand capital? S'asseoir sur les désirs individuels pour forcer les femmes à ne pas voir leurs propres enfants et les enfermer au dernier étage d'une tour à la Défense, n'est-ce pas là la pire des violences? Les quotas, loin de l'image aguicheuse de tremplin vers un monde meilleur qu'ils se donnent, ne sont-ils pas l'étape ultime de vampirisation des libertés individuelles par l'impératif de production? Refermons cette parenthèse. La dernière classe d'arguments que j'ai envie d'aborder avec vous insiste sur les conséquences des quotas pour les minorités, certes, mais aussi pour la société dans son ensemble. Faisons une expérience de pensée. Si vous vous intéressez au sprint sur 100 mètres, vous savez sans doute que le record du monde est détenu par un certain Usain Bolt à 9 secondes 58, mais que l'homme blanc le plus rapide de l'histoire est Christophe Lemaître avec 9 secondes 92. Admettons que dans un élan de justice sociale, vous mettiez en place un quota de 50% d'hommes blancs dans les finales du 100 mètres, soit 4 lignes de départ sur 8. Les sprinteurs blancs seront temporairement très contents, mais parlons des conséquences à long terme. Déjà, à la minute où vous instaurez des quotas, vous allez avoir des finales du 100 mètres à double vitesse. Le groupe des sprinteurs noirs sera en dessous de 9 secondes 90, tandis que le groupe quota sera autour des 10 secondes et 10 centièmes. Vous venez donc de renforcer artificiellement la compétition pour un groupe d'individus et la réduire artificiellement pour le groupe quota. Au moment de courir la finale, les sprinteurs du groupe quota vont courir à leur rythme, sans chercher à bouleverser le podium puisqu'ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens. Les coureurs choisis au mérite, eux, vont probablement moins forcer aussi, puisque statistiquement, ils ont 3 chances sur 4 de finir sur le podium et que les autres concurrents ne les inquiètent pas. Loin de l'idée qu'on voudrait s'en faire, en réalité cette politique de quota a donc découragé les bons éléments, qui n'appartenaient pas au groupe quota, et nivelé par le bas la finale du 100 mètres. Puisque si vous faites la moyenne désormais de tous les temps qui ont été réalisés dans cette finale, elle est considérablement plus longue, cette moyenne de temps, que ce que vous auriez eu dans une finale juste au mérite. Et quant aux individus du groupe quota, eux-mêmes sont plus ou moins incités à la paresse, puisqu'atteindre la finale devient leur seul objectif désormais. Voilà pour l'expérience de pensée. Je pense que le lien avec la problématique des quotas hommes-femmes est relativement évident. Un quota est une régulation de la compétition pour l'adapter au niveau des individus. C'est une négation même de la notion de mérite. Or, de la même manière que je crois que c'est dans l'adversité que se révèle le courage et les grands caractères, je ne crois pas qu'une société de médailles en chocolat rende service à qui que ce soit, et probablement encore moins aux gens qui sont défavorisés. Hollande fait dans la discrimination positive sournoise. Il prétend que dans chacun des lycées de France, des élèves sont capables d'entrer en classe prépa et donc d'investir les grandes écoles. Il ment. Il n'ignore rien des conséquences. Soit les grandes écoles abaisseront leur niveau pour les laisser entrer,
soit elles leur fermeront la porte au nez, suscitant frustration et colère, soit, à la manière de Sciences Po, elles feront une place privilégiée aux enfants de la diversité au détriment de jeunes qui avaient le bon niveau mais pas la bonne origine ou la bonne classe sociale. Soit, dernière solution, les élèves faussement élus seront dirigés vers des prépas de catégorie inférieure, les Formule 1 des classes prépa qui pullulent, et jamais dans les grands lycées parisiens ou de province, les 4 étoiles luxe des classes prépa qui ouvrent les vraies portes des grandes écoles. Je voudrais rajouter quelques remarques spécifiques aux conséquences des quotas féminins. Les féministes affirment que les femmes quotas en haut des entreprises vont œuvrer à les défendre. Je vais être franc, je n'y crois pas du tout pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les femmes qui se retrouvent dans les conseils d'administration sont souvent issues de la bourgeoisie et passablement déconnectées de la vie des employés. Elles ne feront, à mon avis, ni pire ni mieux que les hommes au même poste. La seconde raison, c'est que j'ai une bonne idée des comportements des femmes en présence de patrons ou de gens importants. C'est une sorte de timidité mielleuse entrecoupée de grands sourires. Les femmes quotas seront en moyenne tout à fait dociles. La troisième raison, c'est que quiconque a déjà mis ensemble plusieurs femmes sait à quel point elles peuvent être violentes entre elles dès qu'il y a un enjeu. On voudrait nous faire croire que nous allons assister à un match entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et que la sororité des femmes va faire triompher le féminisme par le quota. Eh bien en réalité, vous allez avoir des guerres internes sans fin entre les différentes femmes quotas. En guise de conclusion, Elisabeth Moreno a un profil en apparence très lisse, jamais un mot plus haut que l'autre, et jamais une idée franchement originale sur aucun sujet. Sauf qu'à la différence de Marlène Schiappa, Moreno incarne assez bien la priorité woke de la décennie à venir, les entreprises. Moreno n'a pas une idée qui sort de la tambouille habituelle, mais elle va les mettre en place dans les entreprises, c'est-à-dire auprès d'un public qui n'aura pas le choix que d'accepter la propagande pour garder son poste et son salaire. Non seulement Elisabeth Moreno n'a pas d'idée originale, mais sa compréhension du monde est régulièrement, factuellement et objectivement fausse. Il y a quelques jours, elle nous expliquait par exemple que la mixité réduisait l'écart salarial, alors qu'il suffit de se pencher sur les chiffres du ministère du Travail pour se rendre compte que c'est un mensonge éhonté. Elle explique par exemple que les quotas vont permettre l'égalité des chances. C'est complètement idiot. Personne ne vérifierait que la ligne de départ d'un marathon est droite en s'appuyant uniquement sur les résultats des coureurs. C'est la confusion habituelle autour de la notion d'égalité que j'avais déjà traitée dans une autre vidéo. De mon côté, je suis favorable à ce que la ligne de départ soit la même pour tous, et par conséquent je suis très heureux si on peut s'opposer d'une manière ou d'une autre à une discrimination flagrante au moment des embauches. Par contre, vous ne me convaincrez pas que l'usage de quotas puisse améliorer durablement la vie des femmes, le fonctionnement des entreprises et la compétitivité de la France. Le plus fou, c'est que même le Haut Conseil à l'égalité est d'accord avec moi sur ce point. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, que le cabinet McKinsey nous explique régulièrement que la présence des femmes à la tête des entreprises va faire exploser la croissance, non seulement on ne peut pas affirmer que nous vivions dans une période de plein emploi et de boom économique, mais il a même été démontré, dans une méta-analyse, que la corrélation entre la présence des femmes et les résultats financiers était très faible. Face aux évidences, le Haut Conseil à l'égalité a résumé sa pensée d'une phrase que je vous affiche à l'écran. On mettra des quotas dans les entreprises quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, parce que la démarche n'est pas pragmatique mais idéologique, et même si j'aimerais pouvoir me réjouir du souci de justice du ministère de l'égalité, je crains qu'il ne finisse par produire plus d'injustice encore que tout ce qui existerait à l'heure actuelle. Prenez soin de vous, et à bientôt.